Não, há um estado intensivo. Um intensivo ao avesso, não se vê que é uma intensidade, mas que provoca estragos. Há uma intensidade, por exemplo, de uma atmosfera em que aparentemente não há intensidade nenhuma e nós sentimos coisas intensas, por exemplo, que são trazidas por uma pessoa que entra simplesmente e muda a atmosfera. Não, isso somos nós, do exterior. Não, mas ela é trazida por esse original. Muda. O exterior muda, porque é apanhado uma captura que é dupla. Mas então, não há neutralidade nele. Isto é importante por causa da primeira figura do Barthes e, em segundo lugar, por causa da maneira mesmo como tu leste a figura do professor Sombrio em Duelo. Não sei se... Porque as figuras aqui que falam, as figuras do neutro, as figuras do neutro do Barthes, parece-me haver essa ambiguidade de que falava. Parece-me haver porque há uma intensidade interna, uma imagem do advogado, do cansaço que é ele próprio intensivo. E depois há não só intensidade, mas há aquela atonia que provoca uma intensidade de violência externa. Quer dizer, há portanto, esses dois regimes. Há esses dois regimes. Sim, agora que explicito até para mim, mesmo assim, não falo assim. Há possivelmente esses dois regimes, mas isso. Será isso comparativo? Não sei, assim, eu sou apanhada totalmente. Eu digo isto porque então teria que se pensar diferentemente nas mortes de Barthes. Pois, precisamente porque eu estive a pensar todo o tempo na morte do Barthes e a escrever isto. Precisamente. Agora fazer isso, na verdade, ao escrever aqui, o que verdadeiramente me perturbou foi, outra vez ao ler, foi a morte de Bartleby, e foi essa morte, ou essa violência dessa morte que atravessou, por exemplo, toda a minha escrita. E tudo o que eu estava a pensar, porque há qualquer coisa nessa morte que não nos salva, nós não somos salvos, ficamos num lugar, ou numa espécie de zona, somos atirados, e somos atirados violentamente pelo mel nessa zona cinzenta. Era à volta dessa que eu estava a pensar. Não sei se foi. Bem, enfim, esses Próximo. O conto do Melville, tanto quanto eu sei, como todos os bons contos, retornam ciclicamente. Há períodos em que as pessoas não leem, depois de repente toda a gente começa a ler o conto e a comentar o conto. Foi o que aconteceu com este nos últimos anos. E é curioso que tu tenhas feito um paralelismo entre o conto e o curso do Barthes sobre o neutro, que é claramente um curso de alguém cansado de maio de 68. E é muito interessante porque justamente o tema do neutro é um tema por excelência da década de 70. No Barthes
mas é também na filosofia anglo-saxónica, na filosofia política, a começar pelo Rawls. E é muito interessante, justamente, e é isso que eu gostei na tua conferência, embora não tenha entendido, devo reconhecer o argumento, mas uma conferência também é aquilo que provoca e as ideias que sugere, é justamente pensar que esse conto do Melville serve um pouco como pregómetro, se quisermos, talvez a metáfora não seja mais feliz, desse retorno do neutro político, que é também, justamente, a tentativa de pensar a fadiga política. Porque em Rawls, justamente, é a tentativa de encontrar um espaço digamos, em que não há conflito. E é interessante que tu tenhas colocado justamente a questão de, mas é esse neutro, supostamente, ou na leitura que o Zé fez da tua conferência, de que as várias figuras do neutro se precipitam na figura do conto do Melville, que vai provocar justamente essa reação. Ou seja, no fundo, a grande questão política, se nesta leitura possível do conto do Melville, é justamente o neutro. Eu sei que a pergunta não é muito clara, nem muito argumentativa, mas é o feedback que a tua exposição provocou. De acordo, sim. É verdade que eu termino também com uma pergunta. No final é uma pergunta. Eu própria não. Eu sei que este lugar de estranheza neutra, eu não sei onde é que ele se situa, mas sei que o que disseste que retorna, que é um neutro que retorna e que se torna pertinente agora. Estou a pensar nisso. Eu tenho uma dúvida. É que assim, eu vejo a forma do Bartleby, é de facto um elemento neutralizador, mas eu não sei se poderá ser de facto entendido como neutro. A posição do Bartleby não é neutra. Porque no fundo, quer dizer, ele prefere não fazê-lo, e o que ele neutraliza é entre o fazer e o não fazer, mas é como se quisermos pensar nisto como um gesto político, pode ser o third pill, não é? É a terceira hipótese. E portanto não pode ser uma situação de neutralidade. Não é? Porque, por exemplo, quando há o exemplo do Estado neutro, não é? Os Estados neutros que nós conhecemos são mais passivos do que neutros, porque eles não são obviamente neutros. Sim, mas neutro não é esse. Sim. Estados neutros. Ok. Então, quando dá os exemplos, não é? As classificações de neutro, é um outro neutro. É um outro neutro. Pois. Mas como ele contamina a física, a química, a língua, contamina de maneiras diferentes. Porque a partir do momento que o neutro é utilizado como uma classificação, deixa de ser este neutro, não é? Sim. Porque é representável. E acho que o gesto do Bartleby, a dificuldade de ser entendido é isso, é que está fora da representação, não é? Está fora da linguagem. Sim, e aqui se quisermos, é uma espécie de neutro que que permite uma escrita. É um neutro com um fundo, não tenho parado muito a palavra fundo, mas é um neutro e é por isso que ele é talvez ao avesso intensivo, e por isso não sei se há uma neutralidade dele, mas ele é o motor da criação, da produção da escrita, com uma noção misteriosa para mim e difícil de professor sombrio. O professor sombrio é aquele que, depois do raio, é o que ele percebe. Ele está lá,
eu não sei se ele é neutro, mas sei que é ele que é por ele que se consegue extrair essa pequena diferença. Eu penso que falou há pouco usou o termo oscilação. Poder-se-á considerar que há, de certa forma, um movimento entre esse nem-nem, entre esses dois polos no neutro, e, digamos assim, esse movimento faz parte do neutro? É uma pergunta, porque eu também não ouvi a conferência toda. Sim, é possível. Em que medida que, digamos, esse movimento, portanto... Esse movimento que atravessa, assim, que é esse movimento que eu, assim. Mas então poderíamos considerar que há algum aspecto positivo nesse neutro, alguma força? Falou de uma intensidade, de uma... Mas, portanto, essa ideia de movimento pode-se considerar, não é? Sim, sim, sim. Uhum. Obrigado. Só podia explicitar um pouco mais a noção do neutro e tal, como é que podemos aqui o literal é bem vista, é vista a tua questão, porque é como se eu tivesse feito uma espécie de ilusão literal, de certa maneira, ao longo entre aquele título, depois o que comecei a trabalhar, o literal do neutro aqui é como se confundissem. Não vai ser completamente claro, talvez para ti, mas o literal e o neutro aqui confundem-se. O Barthes é literalmente isso. É isso que ele está a fazer, é exatamente isso que ele diz ou não diz. E há aí não te sei dizer, sei que eu vi, não trabalhei a questão do literal, porque ela atravessava todo o texto, porque as confundi. Não sei se não fiz de propósito, mas o literal é a própria forma. É ela, é o literal. E ela é neutra. E ela é invencível. E ela é paradoxal. Se não há então mais questões agora, passava então a palavra ao professor Gil, que é o professor titular da Universidade Nova de Lisboa, também do Instituto de Fisiologia, e como vocês todos sabem, é autor de uma vasta obra, tem trabalhado sobretudo na interseção entre a arte e a filosofia, e tem dado para a atenção à dança, à pintura, à literatura, também um grande leitor de Fernando Pessoa, e esse trabalho sobre Fernando Pessoa vamos hoje discutir
discutiu neste domingo e para levar mais tarde no Instituto Francês. Portanto, sem mais demoras, agradeci ao professor José Júlio ter aceitado este convite e seguir. Muito obrigado. Eu queria agradecer em primeiro lugar à Vanessa o facto de estar aqui e, portanto, me ter convidado. Em segundo lugar, queria dizer que eu vou, a pedido da Vanessa, também, vou escrever, vou falar em francês, ler um texto em francês por causa dos vossos convidados franceses. Portanto, eu peço a benevolência vossa em relação a este desvio relativamente à língua portuguesa. Portanto, mon exposé, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Mon exposé a pour titre la métaphore et la parole action. Je reprendrai un certain cas clinique pour aborder dans la deuxième partie la question de la littéralité directement. Je l'ai déjà exposé ce cas ici, mais enfin, comme il est facile dans la prolifération de cas cliniques de Dolto, puisqu'il s'agit de Dolto, je l'ai repris. Excusez ceux qui m'ont entendu une deuxième fois. Non, une deuxième fois, c'est pas mal. Bon. Nous connaissons tous l'exigence de Deleuze au début de son essai sur le parcours de la formule d'une parole littérale, d'une lecture littérale et non métaphorique du conte de Mézières. De très beaux textes ont été écrits, notamment par François Zorabichvili, sur cette littéralité à laquelle Deleuze tenait tant. Je voudrais, quant à moi, aborder la question du sens et de la genèse de la métaphore par un autre biais que celui de la littérature, quitte à rejoindre Zorabichvili sur bien des points de ses analyses. Cependant, cela me permettra, je l'espère, d'entendre, comme on entend une voix, la formule de Barthélémy d'une autre manière. Je partirai donc de la clinique, celle précisément de François Dolto. Dans son livre théorique nucléaire, L'image inconsciente du corps, elle présente le cas d'un enfant faux cornel, auquel manquent des bras et des jambes, et qui, malgré ses lésions du schéma corporel, manifeste dans tout son comportement un désir sain. Ce cas sert à illustrer la distinction essentielle à la théorie psychanalytique de Dolto entre schéma corporel et image inconsciente du corps. Le premier est, je suis d'une réalité de fait, il est en quelque sorte notre vie livre charnel au contact du monde physique. Nos expériences de notre réalité dépendent de l'intégrité de l'organisme ou de ses lésions transitoires ou indélébiles, neurologiques, musculaires, osseuses, et aussi de nos sensations physiologiques, viscérales, circulatoires. On les appelle encore synesthésiques. L'image inconsciente du corps n'est ni organique, ni une réalité constituée. En transformation constante, elle est, je cite, la mémoire inconsciente de tout le vécu relationnel, ou la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles, ou encore l'incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant. Contrairement au schéma corporel, l'image inconsciente du corps dépend du langage et est totalement consciente.
il faut l'entendre comme une construction permanente d'une sorte de carte mobile inconsciente où s'inscrivent les mouvements du désir dès notre conception et tout au long de notre formation. Mouvement de désir à travers une vie interpersonnelle de communication. Or, un enfant formel ou atteint de polyomyélite possède un schéma corporel infirme, mais peut avoir un désir sain. Je cite. Son image du corps peut être tout à fait saine et permettre un langage de communication interhumaine aussi complète et aussi satisfaisante pour lui que celle d'un individu non infime. Le désir n'étant pas le besoin, mais se déployant en étroite dépendance de lui, surtout chez les nourrissons et les petits enfants, comment comprendre qu'un enfant formel puisse développer un désir sain dans un corps au schéma corporel? En vous épargnant la complexité des notions classiques de la psychanalyse auxquelles François Breteau, de stricte obédience freudienne, a recours, je ne retiendrai que les réquisites qu'elle-même expérimentait dans sa pratique, sortant alors carrément du cadre de la pratique orthodoxe analytique. Elle qui se disait être un peu folle. Le premier réquisite pour qu'un enfant infirme puisse construire une image consciente du corps sain consiste à dire à l'enfant la vérité sur son état. Je cite, lorsqu'un enfant est atteint d'une infirmité, il est indispensable que son déficit physique lui soit expliqué, référencé à son passé non infirme ou, lorsque c'est le cas, à la différence congénitale entre lui et les autres enfants. Il faut aussi qu'il puisse, dans le langage mimique et la parole, exprimer et fantasmer ses désirs, qu'ils soient réalisables ou non, selon ce schéma corporel. Ne pas cacher son état, c'est ne pas hypothéquer tout autre type de rapport que l'enfant va avoir avec les autres et les choses. Car si elle lui cache la mère, si elle lui cache son infirmité par amour, par compassion, sa mère induira en lui la croyance dans un état de son corps qui ne correspond pas à la réalité. D'où toute une série de conséquences perverses ou délirantes sur le plan du désir. Le deuxième réquisite est une certaine façon de communiquer avec l'enfant. Sa mère, par exemple, lui parlera, je cite, de psychisme à psychisme. Dolto ne s'explique pas clairement sur ce qu'elle veut dire par là. Mais nous savons par ailleurs que pour elle, l'une des conditions du rapport sain adulte-enfant consiste à considérer ce dernier comme, je cite, une personne à part entière. D'où, dès sa naissance, et même avant, l'enfant est un humain de plein droit, même si l'éducation est une entreprise d'humanisation. Que signifie donc parler à l'enfant de psychisme à psychisme? En d'autres termes, de sujet à sujet, et sans doute aussi d'inconscient à inconscient. Restons-en là. Il nous suffit de savoir que Dolto nous indique aussi ainsi un type de communication avec l'enfant dont elle faisait constamment l'expérience. Car elle dit que, je cite, les enfants tout petits comprennent les paroles des adultes, sans que nous sachions pourquoi. Comment. Par contre, si une mère ne parle guère à son enfant, ou si elle le gave, par exemple, croyant satisfaire son désir alors qu'elle ne s'adresse qu'à son besoin, elle le traite comme un objet au lieu de la considérer comme un sujet. Communiquer de psychisme à psychisme voudrait donc dire parler de sujet désirant à sujet désirant. Dire à l'enfant la vérité sur son infirmité lui permettra
des rapports affectifs sains et libres avec les autres et d'exprimer librement et fantasmer ses désirs, ce qui s'avère essentiel pour que l'enfant forme une image inconsciente du corps sain, un corps normal, désirant, érogène, malgré les lésions de son schéma corporel. Cite: ainsi, un enfant paraplégique a-t-il besoin de jouer verbalement avec sa mère en parlant de courir, de sauter, chose que sa mère sait comme lui qu'il ne pourra jamais faire. Il projette de la sorte une image de corps sain, symbolisée par la parole et les représentations graphiques dans des fantasmes de satisfaction érotique, dans l'échange de sujet à sujet. Ce désir soit ainsi parlé à quelqu'un qui accepte avec lui ce jeu projectif permet au sujet d'intégrer dans le langage ses désirs, malgré la réalité, l'infirmité quant à son corps. Et le langage lui apporte la découverte de moyens personnels de communication. D'autre part, si l'enfant est reconnu comme sujet de ses désirs, en communiquant avec lui le psychisme à psychisme, symbole de la parole conjointe main accordée de deux humains tutélaires qui sont responsables de sa naissance et qui l'aiment dans cette réalité sienne, qu'il ne cherche pas à lui faire oublier, ses parents puis ses éducateurs pourront donner à ces questions par des médiations de langage et de façon pour eux inconsciente la structure d'une image de corps sain. Elle dirait donc à son enfant, par exemple, si tu étais un oiseau, tu pourrais voler. Si tu avais des pieds, des mains, tu pourrais faire comme ce petit garçon. Tu es aussi malin que lui. Et cela permettrait à l'enfant de construire une image inconsciente, c'est-à-dire un désir, un support de désir sain. Pour expliquer comment se forme une image inconsciente du corps sain qui permet un désir sain dans un corps mutilé, il faut recourir à l'idée de croisement entre l'image inconsciente du corps et le schéma corporel. Croiser signifie ici qu'une image inconsciente du corps qui porte le désir trouve dans le schéma corporel le moyen de réaliser concrètement ou fantasmatiquement la communication avec un autre désir et composer ainsi l'image inconsciente d'un corps sain qui entre en relation saine de désir avec notre corps. Mais ne sommes-nous pas toujours, dans le cas de l'enfant Fauconnel, au niveau du fantasme, donc de l'imaginaire? Non, dit Dolto, nous sommes sur le plan du symbole ou de la métaphore. Car d'abord, il n'y a de fantasme que grâce au langage. C'est le langage, et tout est langage pour Dolto, langage mimique, gestuel, sonore, olfactif, visuel. C'est le langage qui offre la médiation, qui permet l'expression du désir. En libérant l'enfant de sa relation corps à corps avec la mère, le langage permet d'exprimer le désir en le fantasmant. Qu'est-ce donc le fantasme pour Dolto? Je cite. Fantasme signifie ici mémorisation olfactive, auditive, gustative, visuelle, tactile, paresthésique et synesthésique de perception subtile, faible ou intense, ressentie comme langage de désir du sujet en relation à un autre, perceptions qui ont accompagné les variations de tension substantielle ressenties dans le corps. Ainsi, l'enfant Fauconnel peut-il exprimer son désir comme un enfant non infirme, puisque ses fantasmes disent avant tout non une scène, mais des perceptions subtiles qui accompagnent les mouvements réels de son corps. Certes,
Dolto affirme que l'enfant entre de la sorte dans la sphère du symbolique et que son fantasme de voler ou de courir, par exemple, est une métaphore de la réalité littérale des mouvements des membres d'un enfant au schéma corporel sain. Pourtant, en référant le fantasme aux perceptions du corps réel, on glisse du symbolique à un autre plan. Abordons la question par le biais du langage. François Dolto a construit toute une théorie du langage que je ne peux pas exposer ici. Mais j'en retiens quelques idées. D'abord, le langage préverbal ou verbal permet de symboliser ou de métaphoriser l'expérience affective de l'enfant. Celle-ci devient communicable et même plus. Elle se constitue en tant qu'expérience vécue par le sujet parce qu'elle est symbolisée par un signe. Le langage arrache ainsi l'enfant à cette relation dont on a parlé, de corps à corps, avec la mère, qui empêchait l'expression de son expérience dans un troisième terme et qui serait donc ineffable pour l'enfant. La métaphorisation crée l'inconscient, l'image inconsciente du corps, qui incarne la mémoire des événements de désir interpersonnel de l'enfant. Deuxièmement, la théorie du langage de Dolto suppose une histoire de la formation du langage verbal. À chaque phase ou stade érogène correspond un sens particulier, sens qui change au stade suivant, qui en même temps le reprend partiellement sous le mode de vestige. Je cite, dès la naissance, ce sont des paroles et des phonèmes qui ont accompagné les contacts perçus par le corps de l'enfant. Les mots avec lesquels nous pensons ont été à l'origine des mots et groupes de mots qui ont accompagné des images de corps en contact avec le corps d'autrui. Ces mots seront entendus et compris par l'enfant différemment suivant le stade auquel il est parvenu. Il est évident que le mot « aimer » n'exprime pas la même chose chez un enfant de 6 mois au stade oral et chez un adulte parvenu au stade génital. L'enfant dont l'image du corps est celle du stade oral ne comprend que les mots de plaisir de bouche et de corps portés, ceux qui ont trait au fonctionnement et à l'érotique orale pour un corps dont le stade corporel n'est pas encore autonome. Tout autre sera donc le sens d'aimer pour un enfant au stade anal, capable de courir, réjouissant d'une certaine autonomie corporelle. Le langage est donc intimement lié au corps. D'autre part, il y a toute une théorie sexuelle de la formation du langage, comme il y en a chez beaucoup d'auteurs, Fonagy, Deleuze, qui, chez Dolto, affirme un fait extraordinaire qu'elle n'explique pas, c'est que il y a comme une espèce de contraction, condensation du sens des premiers stades du langage, qui peut être mimique ou olfactif, dans les stades qui se suivent. Si bien que le langage verbal contient des vestiges, mais en un sens contient tout. L'autre sens et les couches des autres sens qui sont formés tout au long du processus de la formation originale. C'est, comme dit-elle, ce qui permet qu'on puisse psychanalyser des adultes. C'est ce qui permet qu'on puisse aller à travers le langage verbal jusqu'à des couches non verbales les plus agréables.
L'intéressant, ça rappelle les mantras. On condense un traité, par exemple, en 2 mots. Bon, pour Dolto, l'histoire de la formation du langage verbal prend son origine dans le corps. C'est une inscription du langage dans le corps. Cette affaire de phonème et de plaisir, de friction, par exemple, dans les cordes vocales, d'un souffle et dans un stade tel que il y a donc un langage inconscient du corps, il y a une inscription du langage dans le corps. Ce n'est pas des métaphores. Pour Dolto, l'histoire de la formation du langage verbal prend son origine dans le corps. Je cite un commentateur, Gérard Diderot, dans Le corps psychique. Le corps, comme image du corps, est la matrice du mot. Pour que les mots entendus, d'abord corporellement, s'y réfléchissent, s'y réfractent. Parce que les mots entendus d'abord corporellement s'y réfléchissent, s'y réfractent. Il n'y a pas d'accès neutre généralisable au langage et à la parole. Autrement dit, l'entrée dans la parole n'est pas un fait strictement linguistique. Soit les mots gardent en eux-mêmes, fût-ce de façon refoulée, la trace des expériences de corps dans quoi ils ont surgi. Le mot n'a donc toujours été cet élément intemporel, impersonnel, universel de l'échange. Il est corporellement, émotionnellement surdéterminé et marqué. Ce que signifierait à cet égard l'image du corps, c'est qu'avant le mot, il y a le mot oralité, le mot analité, etc. Il y a ainsi des préformes corporelles du mot qui lui donnent sa matérialité. Et il y aura donc un degré de compréhension des mots correspondant à chaque niveau pulsionnel. C'est une citation. Nous pouvons entendre cette conception du langage et de la communication adulte-enfant qu'il y a un inconscient du langage qui se forme tout au long de l'évolution des stades langagiers de l'enfant. Cet inconscient est, nous allons le voir plus précisément, avant tout, pulsionnel. C'est un langage de force qui s'échange entre la mère et l'enfant avant d'être un langage de signes, signifiant signifié. Un enfant reçoit le sens du mot en accueillant la force de l'émotion qui l'accompagne. Le sens est avant tout cette force. Celle-ci porte le sens. C'est une parole force. Elle transmet l'inconscient du corps, chez l'adulte, car chez l'enfant, l'inconscient est à fleur de peau. On n'a donc pas besoin d'une herméneutique ou d'un système de code pour interpréter des signes et représentations. Il faut plutôt épouser la force que le mot ou le langage mimique, olfactif, tactile porte avec lui. Or, comment l'enfant reçoit-il la force plutôt que le sens isolé d'un message verbal, par exemple? Quel est l'agent de cette communication de force? Nous l'avons déjà dit, c'est le double devenir enfant de la mère et devenir mère de l'enfant qui opère au sein de la communication de psychisme à psychisme, de communication d'inconscient. Quand la mère dit à son fils Faucomel, « Si tu étais un oiseau, tu pourrais voler », il reçoit ces paroles comme des paroles force ou des paroles action, car elles agissent sur lui comme une action, opérant en lui une sorte de prothèse des bras. La mère fait naître chez lui, dans son corps, les sensations et les forces réelles qui lui permettent d'imaginer vivre avec son corps l'action de voler. C'est ce qu'elle appelle fantasmique, n'est-ce pas? Comme si l'enfant normal ne pouvait imaginer voler que
parce que, sur le plan phylogénétique, il avait la possibilité de le faire, parce qu'il a des bras et un chemin corporel qui lui permettent de devenir oiseau, c'est-à-dire un devenir intensif, moléculaire, qui traverse tout son corps. Pareillement, l'enfant sans bras expérimente la naissance en lui de bras, d'ailes, de force d'élévation et de vol. L'adhésion à la parole de la mère et son devenir oiseau implique que c'est le processus même de formation du fantasme ou l'image qui devient le mouvement réel du désir, le mouvement de transformation des intensités du corps, tel que de nouveaux organes jaillissent à même la surface corporelle, les ailes, c'est-à-dire les forces nécessaires pour avoir des ailes et voler. C'est-à-dire donc à la surface réelle de son corps focomel, devenu corps intensif au plan d'immanence. Qu'est-ce que ces forces transmises à la mère, de la mère à son enfant, à travers la parole? Ce sont des forces pulsionnelles dans la terminologie de Dolto. Ce sont des émissions de particules virtuelles inconscientes dans celle de l'œuf. Le fait est que si l'on pense la communication enfant-adulte en termes de force, tout change dans la conception psychanalytique et en particulier doltienne de la métaphore et du symbole. Afin d'aborder cette question, considérons un exemple encore plus éclairant de la façon dont on peut comprendre autrement que par la symbolisation ces phénomènes de communication inconsciente. Nous savons que Dolto utilisait le modelage et le dessin comme technique de sondage de l'inconscient chez l'enfant. Dolto, pour interpréter les dessins ou les objets modelés, Dolto suppose que l'enfant y projette ses fantasmes tout en anthropomorphisant les choses qu'il dessine au modèle. C'est un concept central chez nous. Ensuite, elle interprète selon la métapsychologie freudienne. Telle figure représente le surmoi, telle autre le moi idéal, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que malgré le recours à la métapsychologie, Dolto n'en interprète pas moins les dessins en termes de conflit entre forces. Voici comment elle décrit les présupposés de ces interprétations. Je cite: c'est par des volumes représentés dans l'espace, volumes qui sont les supports d'une intentionnalité que l'enfant s'exprime. Au départ, il semble dessiner une scène, mais en réalité, par la façon dont il interprète lui-même, dont il parle de son dessin, il prouve que par cette mise en scène graphique, il médiatise des pulsions partielles de son désir en lutte avec des pulsions partielles sur un autre niveau. Ces niveaux de la psyché sont ce que Freud a décrit comme moi idéal et surmoi. Et l'énergie qui se trouve mise en jeu dans ces scénarios imaginaires que sont les dessins et ces modelages n'est rien d'autre que la libido qui s'exprime par son corps, soit passivement, soit activement, passivement dans son équilibre psychosomatique, activement dans sa relation aux autres. Fin de citation. Notons les deux directions que prend la méthode thérapeutique de Dolto. On interprète selon la métapsychologie freudienne, mais on considère les conflits de force comme rapportés au corps, plus précisément à la théorie de l'image inconsciente du corps. À tel point que nous pourrions lire toute la clinique de Dolto en faisant l'économie de la métapsychologie. C'est cet aspect qui nous intéresse chez Dolto. Elle considère d'abord la force inconsciente qui accompagne la parole ou le dessin avant de l'interpréter comme un symbole d'un conflit entre des instances métapsychologiques. Les dessins traduisent des conflits de force que l'enfant projette sur eux, parce que son dessin résulte d'un geste de force
qui condense en lui toute l'énergie inconsciente de l'action acquise pour le tracer. Il n'y a donc plus de différence entre signe et chose, ou entre signifiance et signifié. On doit admettre que les mouvements des jeux des forces sont traduits graphiquement, projetés comme dit, parce qu'ils possèdent une sorte de rythme. Ils traduisent les mouvements de sensation au moyen des rythmes des figures ou des modelages. Par exemple, un enfant souffrant d'encopresie, impossibilité de contrôler le sphincter anal, réalise par modelage un fauteuil. Dolto va reporter ce fauteuil à toute une situation familiale où le père et la mère entrent en conflit quant au fait d'expulser le grand-père encombrant, comme on expulse, déjecte les excréments, mais qui reste à la maison toujours assis dans un fauteuil, position qui bouche l'anus. Dolto commente après avoir évoqué un surmoi anal, je cite, le problème était de déjecter cet homme tout en le gardant et le respectant. C'est probablement la raison pour laquelle l'enfant avait des rétentions anales qui s'évacuaient par le non-contrôle sphinctérien. Une citation. On peut supposer que toute cette situation renvoie à des mouvements de sensations corporelles qui résonnent entre eux comme des ondes du corps correspondantes. Résonance qui s'exprime ici par les verbes déjecter, boucher, évacuer. Je résume énormément le cas. On sait que l'enfant anthropomorphise les forces. Il y a un devenir grand-père évident du corps de l'enfant. Le fauteuil est une force qui bouche l'anus, etc. Or, au fur et à mesure que l'enfant crée, c'est-à-dire modèle, le fauteuil, il fait vivre tout un complexe de forces, lesquelles dirigent les traits, les volumes du modelage. Les dessins et les modelages ne sont pas des symboles, mais des forces réelles. Ce que signifie l'image inconsciente du corps, ou l'image inconsciente du corps, c'est cette coalescence ou fusion entre la force et les signes, entre l'image et la puissance qu'elle émet. Cela veut dire que l'image inconsciente du corps n'est pas une image sensorielle, visuelle ou tactile, mais une carte mobile et vivante de forces en mouvement. C'est ce qui arrivait avec l'enfant Faucomel, comme on l'a vu. Sa mère, en lui parlant, émettait des particules forces qui constituaient l'inconscient du langage et qui faisaient naître en lui des sensations, c'est-à-dire des forces, de mouvement d'aile et de vol, non des messages ou des images qui signifieraient un sens déjà donné. C'étaient les mouvements de l'inconscient des paroles de la mère qui agissaient en lui et suscitaient des sensations-actions, parce qu'elle parlait de psychisme à psychisme. Dans ce mouvement de l'inconscient du langage, comme inconscient du corps, plus de séparation entre signifiant et signifié, mais fusion entre le sens du mouvement et le mouvement du sens, c'est-à-dire immanence du signe à la force. Plus de fantasmes, métaphores, mais littéralité. Écoutons ce que nous dit Guiraud, ce commentateur de l'auteur de la parole. Je cite. Cela nous emmène jusque là où la langue trouve sa source dans le corps, s'enracine inexplicablement dans des expériences aussi corporelles. Cette intrication du corps et de la symbolicité de la langue peut se décrire dans les deux sens. À la fois pour dire que la langue vient donner valeur symbolique aux expériences du corps, dès lors qu'elles sont émotivement relationnelles, que les mots est toujours communicant, mais aussi pour dire que la langue elle-même tire sa symbolicité, son pouvoir métaphorique, du fait qu'elle s'extrait du corps, qu'elle vaut comme une métaphore corporelle,
le corps s'y avérant comme chargé lui-même de cette potentialité métaphorique ou représentative, de ce pouvoir poétique qui pousse à la représentation, et parfois le corps s'avère lui-même métaphore fort, porteur de métaphoricité. Il est clair que Guillerot sent bien que la métaphore au sens traditionnel, qui se définit en s'opposant à la littéralité, n'est pas le terme adéquat pour décrire la nature et les effets de l'image inconsciente du corps de Dolto. Et c'est un disciple de Dolto. Si celle-ci agit, ce n'est pas parce qu'elle symbolise ou parce qu'elle fonctionne comme une médiation, car son effet est immédiat et elle ne tire son sens que de ce qui lui est censé, de ce qui est censé lui rendre en sens, le corps. Le fait est que Guillerot se rapproche de la nature ontologique des concepts d'Olto, mais ne sait guère comment s'y orienter, d'autant qu'il porte toute la charge de la métapsychologie d'Olto-freudienne. Si, comme le dit le texte qu'on vient de citer, le sens même du langage est une métaphorisation du corps, c'est la notion de corps qui concerne symbole, image, de représentation, de métaphore qui demande d'autres définitions. Il y a une littéralité du symbole qu'on doit mettre sur le compte du sens propre des corps, mais y a-t-il des sens propres d'un mot ou d'une expression verbale? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'une métaphore? On dit d'une expression qu'elle est métaphorique lorsqu'elle s'oppose au sens littéral, au sens propre, figuré de la chose à laquelle elle se réfère. Ainsi, la rose peut être la métaphore de la femme. Dans les exemples que nous avons extraits de la clinique de Françoise Dolto, la question se complique du fait que tout le langage étant symbolique devrait s'opposer au sens littéral du corps et des choses du monde anthropomorphisées. Or, pour l'enfant, il n'y a pas de sens littéral en tant que sens propre de son corps et du monde. Il ne fait pas de différence entre corps et esprit. Il ne vit pas son corps comme une chose différente de sa psyché, ni ne distingue la signification des mots de la matérialité des sons et des phonèmes. Lorsque l'enfant, fort comme elle, entend sa mère lui dire « Si tu étais un oiseau, si tu avais des ailes, tu pourrais voler, si tu avais des pieds, des mains, etc. » Il ne reçoit pas les signifiés propres de pieds et de mains d'une part, et d'autre part des significations métaphoriques d'oiseaux et d'ailes qu'il mettrait à la place des premières. En vérité, il entend des paroles d'actions, des forces qui le poussent à devenir oiseau sur un plan d'immanence où le corps et le sens ne font qu'un. Ce devenir n'est pas qu'une transformation physique du corps, mais un devenir intensif de son être tout entier. Tout se passe sur un plan d'immanence à un niveau ontologique. Que signifie donc pour l'enfant le mot oiseau? Une métaphore de son corps et les bras, le sens littéral des membres qui lui manquent. Dans le devenir oiseau de son être, l'image devient le mouvement réel du désir, le mouvement de transformation des intensités du corps qui fait naître d'autres forces, d'autres organes, des ailes. Dans le devenir oiseau, son être est l'être de l'oiseau, et l'être de l'oiseau se confondent. Dans une zone, comme dit Deleuze, d'indiscernabilité où il n'y a plus de place pour des distinctions dualistes. L'oiseau qu'il devient n'est donc pas la métaphore de son corps littéral, puisque ce dernier n'existe pas pour lui, même si, paradoxalement, il comprend ce que bras et jambes veulent dire dans la parole de sa mère. Il comprend la signification de bras que sa mère donne au bras, signification littérale commune,
que pourtant il rapporte à son corps en la fusionnant avec le sens métaphorique d'elle, toujours dans le discours banal. Il n'y a pas de littéralité du langage pour l'enfant autre que celle des forces, qui n'en est pas une, puisque leur sens épouse leur mouvement, c'est-à-dire le sens est action. Comme il n'y a pas de métaphore, puisque le sens métaphorique constitue l'une des possibilités de la parole-action ontologique, c'est-à-dire l'un des faisceaux de particules émises par un corps qui agit comme une force sur l'autre corps. Littéralité et métaphoricité n'existent que dans le langage commun de l'adulte. Pour celui-ci, la métaphore n'est telle que par rapport au sens propre de la chose ou de son nom, c'est-à-dire par rapport à une littéralité artificielle et construite. Un bras, dans le contexte de ce type de littéralité, est un organe anatomique d'un corps objectif, etc. Cependant, un bras est bien plus ou autre chose que cela. Un bras, c'est aussi une liane pour un Kanak de Nouvelle-Calédonie, comme le mot bras charrie avec lui tout un inconscient du langage et du corps qui porte des forces avec lui. Pour que bras acquiert le sens littéral commun, qui se donne comme la signification matricielle de toutes les métaphores qu'il désigne, il faut qu'on sorte du plan d'immanence, qu'on entre dans un dualisme où le bras corporel s'oppose au bras spirituel de toutes sortes. On peut créer alors des symboles. Reprenons l'exemple classique d'Aristote d'une métaphore. Là, je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà fait, et c'est rapide, mais ça m'importe. La vieillesse est le crépuscule de la vie. On sait que pour Aristote, le support de cette métaphore est l'analogie, qui établit une relation de proportionnalité. La vieillesse est à la vie comme le crépuscule est à la journée. Considérons dans ce rapport d'analogie deux séries, celle des moments de la vie et celle des moments de la journée. Les séries divergent, mais la métaphore jette un pont entre les deux. Elle communique désormais grâce au transport du terme crépuscule dans la série, vers la série des moments de la vie où il vient occuper la place de vieillesse. Transport rendu possible par l'équivalence de position dans l'ensemble des distances différentielles de vieillesse et crépuscule, chacune dans la série respective. Vieillesse par rapport à enfance, jeunesse, etc. Et de même pour crépuscule. Le transport reconnaît ainsi la différence qui permet le ressemblant et l'analogique, car c'est la fente ou césure qui les sépare, qui les fait communiquer. La métaphore ne s'appuie pas sur le ressemblant d'une différence, vieillesse n'a rien à voir avec crépuscule, mais sur la différence dans le ressemblant, mais différent. C'est-à-dire, elle fait résonner une différence, le sens position différentielle de vieillesse, avec une autre différence, le sens position différentielle de crépuscule. C'est une différence de la différence. C'est l'agent différenciant qui sépare la forme des différences dans chaque série. C'est ce qui fait la merveille de la métaphore. Non la ressemblance de la forme, mais l'ensemble des relations de résonance dans un système différentiel des séries. Chaque point différentiel dans vieillesse, par exemple le visage, la marche ou la démarche, etc., résonne sur un point différentiel dans crépuscule. C'est ce qui donne l'illusion de l'unité ou de l'identité de la métaphore.
le système tout entier est ponctué par des rythmes différentiels. Il n'y a pas d'identité de sens, il y a univocité de l'être, car l'agent du transport, ce sont des forces et non des significations. La métaphorisation, c'est un transport de force d'un lieu, dans une série, vers un autre lieu, dans une autre série. Pourquoi ce transfert est-il légitime? Pas parce qu'il y a ressemblance de forme, mais parce que les forces investies dans vieillesse, mieux, les forces qui accompagnent en tant qu'inconscient du langage ce vocable, ont le même rythme différentiel que celles investies dans crépuscule. C'est ce qui permet que la vieillesse soit un crépuscule. C'est l'univocité qui permet tout cela. Mais l'univocité implique la césure, la différence, la fente au sein de l'être et du sens. La fente, c'est l'espace vide où il n'y a pas de place pour la littéralité commune, pour un être objectif du sens commun. Mais c'est le lieu vide de la littéralité, univocité, au sens de Deleuze, où naissent les métaphores qui ne se rapportent à aucun référent littéral, mais simplement aux forces hétérogènes dans le même temps d'immanence. Il faudrait maintenant analyser les forces. Pour terminer, je voudrais aborder une question qui insiste souterrainement dans tout ce que nous venons de dire. Qui opère le transport des forces dans la métaphore? Quelle force pousse les intensités de l'inconscient du langage de la mère qui dit à son enfant, si tu étais un oiseau? Dans la parole action, quelle est la jambe du mouvement des particules émises? Quand on dit que la parole agit, qu'est-ce qui fait agir la parole? Agit sur un corps. Je ne pourrais pas traiter cette question de façon même acceptable. Je dirais seulement que la notion d'intensité ou de poisson d'organe ne suffisent pas à rendre compte de la complexité du phénomène. Je veux dire que dans les cas du devenir autre, devenir animal, de capture et d'influence, il y a l'action d'une force particulière qu'il faut caractériser et décrire. On n'a pas assez remarqué le rapport entre la dynamique de cette force et la littéralité. De multiples auteurs la nomment magique. On n'a pas attaché assez d'importance, par exemple, au fait que l'écriture littérale d'Artaud, par exemple, s'accompagne d'une référence permanente de l'auteur à la magie. Les mots produisent des effets physiques, corporels, des changements d'état de choses. Comment? La magie traîne des forces nulles, puisque des actes et les mots magiques évoluent dans un milieu entre les mots, dans le vide de la césure dont je viens de parler. Les mots souffles d'Artaud sont des mots magiques. Ils envoûtent parce qu'ils captent les forces du lecteur en les attirant directement, sans médiation, sans métaphore ni image. Il crée un effet d'enveloppement. Je dis des choses que pour un anthropologue, c'est la banalité. Il crée un effort d'enveloppement qui permet la capture magique. Pourquoi telle métaphore poétique est-elle dite magique? Parce qu'elle puise dans l'immanence intensive de la littéralité des forces. Si bien que la parole action peut grossièrement être classée selon deux registres. L'un, celui du langage schizo, par exemple, ou du langage d'Artaud, suit la littéralité pure, refusant l'usage des symboles et des métaphores. L'autre, au contraire, paraît n'utiliser que des figures, habillant ces narratives de toutes sortes d'images que l'on prend pour des métaphores, qu'on interprète symboliquement, auxquelles on cherche les référents réels ou littéraux. C'est le cas des contes populaires, des mythes, des narratives thérapeutiques.
comme celle des Indiens Punya, plein de monstres dont parle Lévi-Strauss, donc plein de monstres, d'esprits, etc., et à laquelle Lévi-Strauss attribue une efficacité symbolique. En vérité, ces deux registres se rejoignent. Les monstres symboliques prennent des forces affectives qui agissent directement sur le corps malade. Les figures dites mythiques ou symboliques résultent d'une anthropomorphisation, comme dirait Dolto, de certains types ou faisceaux de forces affectives. La transmission de ces dernières cherche à les inscrire en investissant tel corps. Or, les forces ont une propriété spécifique qui consiste à s'engluer dans un milieu d'autres forces hétérogènes avec lesquelles elles entrent en osmose. Alors, on peut dire qu'elles prennent. Ça prend, ça a pris, comme on dit de la glu qui colle. Marquons ainsi le moment où commence l'effet d'influence, moment où les forces d'un certain type font naître d'autres forces du même type dans un autre corps. Si le monstre de tel récit symbolique agit à travers la parole dite ou chantée, comme l'action immédiate d'une force, c'est parce qu'il incarne le mouvement spécifique de tel effet, de tel affect. Pardon. Il est l'affect devenu figure au personnage en mouvement qui parcourt la carte affective du corps, ce que Lévi-Strauss appelle l'anatomie affective, jusqu'à ce qu'il trouve son point d'application exact, tout comme les ailes du discours de Dolto. Ceux qui avaient les ailes se mettent à pousser à l'endroit précis des bras. C'est encore toute une nouvelle idée du corps, de la genèse de la métaphore et du symbole que cette littéralité exige. Car le symbole, avant de dire un sens, met en branle une certaine catégorie de force. On arrive ainsi à une perspective un peu différente de la formule de Bartholomé. Car c'est une formule magique. Elle fait agir des forces sans médiation. Tout le récit de Melville dépend du moment où le I would prefer not to prend, capte les forces des autres employés du patron. La littéralité magique de Bartholomé consiste dans une opération sur les corps. La formule draine avec elle un type de force qui sidère les autres, leur fait perdre toute volonté de résister, toute capacité de raisonner pragmatique. Elle contamine, on l'a vu, tout de même l'esprit de tous qui se mettent à répéter la formule. Le narrateur lui-même répète la formule. Le transfert de cette force de Bartholomé vers le narrateur définit le rapport magique d'enveloppement ou d'envoûtement. Melville signale de façon précise l'instant où ça prend, le moment où le patron abdique et ne résiste plus à la force magique de la formule. Maintenant, ce moment a lieu lorsque le patron ordonne à Bartholomé d'aller à la poste et reçoit comme réponse la formule « j'aime mieux pas », puis l'appelle, ne reçoit pas de réponse, l'envoie chercher pincette ou dippers et s'entend dire encore « j'aimerais mieux pas ». Le patron n'insiste plus, se tait et rentre chez lui à pied, plongé dans la perplexité et le désarroi le plus profond. Je cite. Dès lors, tout est changé. Il accepte définitivement. Bartholomé se soumet à lui. Je cite. C'était en effet cette douceur magique qui non seulement me désarmait, mais faisait de moi une chiffre molle. Fin de citation. À noter que ces événements marquent la capture magique. Et marquant la capture magique revêt une importance très grande dans les récits de Melville, qui les décrit toujours avec une grande précision. Dans Billy Budd, c'est le moment où Clayart est envoûté par l'innocence de Billy. Toute la suite du fil narratif de la nouvelle dépend de ce moment. Dans Moby Dick, le moment magique,
lundi. Et la réunion sur le pont de tous les marins, écoutons le discours de Ahab, qui les convainc de transformer l'expédition de chasse aux baleines dans une chasse exclusive à la baleine blanche. Voilà pourquoi il faut lire Bartleby littéralement, comme le disait Deleuze, comme le récit d'un jeu complexe de force, de transformation d'atmosphère, car l'atmosphère a une importance énorme dans le rapport magique, entre deux mondes de force différents. À partir de là, mais seulement en tenant compte de ce support, on peut y voir des symboles et les métaphores qu'on voudra. Voilà. Et